Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le règlement européen sur l'intelligence artificielle. Alors, je me nomme Samuel Collin, ingénieur en méthode formelle au sein de l'entité Safe River de CERMA Safety and Security. Alors, merci d'avoir rejoint ce webinaire pour traiter de ce règlement qui va nous affecter tous à des degrés divers. Alors, quelques précisions sur le fonctionnement du webinaire. Inutile d'activer vos micros ou vos caméras. En revanche, vous aurez la possibilité de poser vos questions dans le chat du webinaire et il y aura du temps à la fin du webinaire, 10 à 15 minutes, pour répondre aux questions. Et si jamais je n'ai pas eu le temps d'y répondre ou si je n'ai pas l'information à disposition, eh bien, il y aura un retour par mail des questions. Également, ce webinaire est enregistré et sera consultable en replay sur notre site internet plus tard. Donc, je vais commencer. D'abord, replacer un peu le contexte pour laisser le temps aux gens de se connecter. Donc, pour nous présenter, nous sommes le groupe CERMA, qui sommes un groupe travaillant dans l'énergie, les microélectroniques, les matériaux, l'ingénierie des systèmes embarqués et notamment la sûreté de fonctionnement et la cybersécurité des systèmes, et en particulier l'entité Safety et Security de CERMA travaille sur la gouvernance de la cybersécurité, fait des pentests, fait de la sécurité défensive, fait de l'analyse en sûreté de fonctionnement, de la conformité aux normes. Et pour replacer le contexte qui est à l'origine de ce webinaire, dans le cadre d'une mission client en cybersécurité, j'étais amené à me poser la question, nous avons envie d'utiliser des outils d'intelligence artificielle pour développer du logiciel dans des produits, par exemple. La question qui se posait, est-ce que la réglementation européenne nous affecte ou pas? Et si elle nous affecte, dans quelle mesure? Est-ce qu'il y a des obligations particulières à faire? Donc, ce webinaire, cette présentation, est une forme de restitution de ces réflexions. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu la réglementation sur l'intelligence artificielle et essayé de comprendre les points importants à comprendre aujourd'hui ou les utilisateurs d'intelligence artificielle. Donc, le développé du webinaire sera en 5 temps. Donc d'abord, je vais présenter un petit peu le contenu de cette réglementation et les parties prenantes qui sont affectées par cette réglementation, avec des rôles clairement identifiés. Puis un point assez important de la régulation consiste en la classification des systèmes d'intelligence artificielle. Donc je vais entrer un petit peu plus dans le détail par rapport à ça, pour expliquer de quoi il est question. Je traiterai un petit peu des obligations et des attendus des parties prenantes de la réglementation. Selon le rôle qui est attribué à tout un chacun dans cette régulation, il y a certaines choses à mettre en place, des documentations ou des processus à suivre. Donc j'en parlerai assez rapidement, sachant que la régulation elle-même va beaucoup dans le détail de ça. Je mettrai en exergue certains points intéressants que la régulation mentionne, le soutien aux entreprises, les amendes et aussi la frise chronologique de mise en application de cette régulation. Et enfin, je terminerai par des cas d'utilisation qui pourront, je pense, de votre côté, provoquer des questions et auxquelles j'essaierai d'apporter des réponses par rapport à ma compréhension de la régulation. Donc, dans un premier temps, quelle est cette régulation? À quoi sert-elle? Bien, le but de cette régulation, c'est d'établir un cadre légal, formel, pour le développement, la mise sur le marché, le déploiement d'outils d'intelligence artificielle, mais également l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle au sein de l'Union européenne. Cette régulation a d'abord pour but de protéger le citoyen européen qui pourrait être affecté par l'utilisation d'une IA, un peu de la même manière que le faisait le règlement général de la protection des données, mais uniquement pour les données. Là, ça s'applique à tout ce qu'il y a autour des outils d'intelligence artificielle. Et la protection de l'utilisateur ou du consommateur de ces outils est vraiment au centre de la régulation. Le but
de la régulation est de protéger la santé des personnes, leur sécurité, leurs droits fondamentaux, ne pas être discriminé parce qu'une IA vous aurez classifié dans telle ou telle catégorie, c'est un des objectifs de la régulation, l'application de la loi également, et dans une certaine mesure, la protection de la protection de l'environnement, parce que ces outils d'IA sont assez consommateurs d'énergie. Alors, quelles sont les parties prenantes identifiées explicitement dans la régulation? Donc, vous voyez sur la gauche les deux points que je mets particulièrement en exergue, qui sont ceux qui vont concerner la plupart des gens qui veulent utiliser ou fournir des systèmes d'IA, sachant que tous les rôles identifiés sur cette planche sont importants à des degrés divers, et j'en parlerai un petit peu dans la suite. Donc, le point principal parmi les rôles identifiés sont par exemple les rôles de fournisseurs de systèmes d'IA. Donc, ça va être les sociétés qui développent et mettent sur le marché des systèmes d'IA. Donc, une compagnie logicielle qui développe un chatbot IA est par exemple considéré comme un fournisseur. Et donc sur cette planche, je fais aussi un parallèle avec le RGPD. Par exemple, un fournisseur entre guillemets RGPD est par exemple un contrôleur de données qui prend en entrée des données et qui les traite. Donc là, du point de vue du RGPD, c'est considéré comme un fournisseur de services de données. Mais de la même manière, pour la régulation IA, les fournisseurs sont ceux qui vont développer les systèmes d'IA et les mettre sur le marché européen. Dans un deuxième temps, on a les déployeurs des systèmes d'IA. Donc, ça va être en gros tous ceux qui vont prendre une IA et l'utiliser pour un besoin spécifique. Donc, ici, je prends l'exemple d'une banque qui utilise l'intelligence artificielle pour essayer de détecter de la fraude, par exemple. Ce rôle correspond à toute société qui prendrait une IA et l'adapterait à ses propres besoins, ou, même sans l'adapter à ses propres besoins, l'hébergerait sur sa propre infrastructure. Dès qu'on commence à avoir la main mise sur une IA, on est considéré à minima comme un déployeur. Et pour aller plus loin, là on parle implicitement de système IT. Si une société développe des produits pour mettre une IA à l'intérieur de ces produits, sans qu'il y ait un contrôle direct dessus, on considérera aussi que cette société-là remplit le rôle de déployeur. Donc, par exemple, j'ai pris quelques exemples ici des voitures autonomes où il y a une surveillance des objets qui sont sur la route, Netflix, par exemple, qui utilise des algorithmes pour essayer de garder les gens connectés sur des films, etc., etc. Et enfin, on a d'autres rôles qui sont identifiés, qui sont plus en interaction avec les instances de l'Union européenne de surveillance et de mise en conformité. Donc tout ce qui est importateur ou distributeur, un rôle classique de distribution d'IA sur le sol européen. On a tout ce qui est organisme notifié. Donc c'est un rôle un peu particulier qui n'existe pas encore, mais ça va être des autorités qui vont auditer la conformité des systèmes d'IA proposés par les fournisseurs ou les déployeurs. Également, on a le rôle d'autorités de surveillance de marché qui vont être des entités nationales pour chaque État membre qui vont surveiller la mise en application de la réglementation au niveau national. Donc l'équivalent pour la RGPD, ça serait en France, ce serait par exemple la CNIL. À l'heure actuelle, je ne pense pas qu'il y ait d'agence de régulation qui se dégage pour le moment. On a également en rôle plus classique les autorités publiques, les institutions qui pourront utiliser de l'IA, les petites et moyennes entreprises et les startups qui sont un cas particulier mis à part dans la régulation. J'y viendrai plus tard lors de la présentation. Et enfin, le public en général et donc le grand public qui peut être affecté par des systèmes d'IA. Donc, quand on parle de système d'IA, la régulation est relativement claire sur ce qu'il faut considérer.
Donc, dans un premier temps, l'un des tout premiers articles de la régulation est la définition de ce qu'est une IA interdite. Donc, toutes les IA qui font de la manipulation, qui essaient de provoquer des mouvements de foule dans une direction ou dans une autre, est considérée comme IA interdite. Les IA qui exploitent les vulnérabilités de certains groupes de personnes, je peux prendre l'exemple d'appels spam téléphoniques qui visent les personnes âgées, ça serait considéré comme une IA interdite. Tout ce qui est scoring social, donc en gros, on peut considérer, ça serait classifier le comportement d'une personne pour par la suite lui interdire de prendre des crédits à la consommation ou ce genre de choses, par exemple là. Par exemple, c'est considéré comme une IA interdite. Tout ce qui est essayer de prévoir le comportement d'une personne et en gros considérer qu'il est un criminel en puissance juste sur la base d'un traitement IA, et tout ce qui est constitution de bases de données de reconnaissance faciale, juste en parcourant Internet et en reconnaissant des visages, est considéré comme interdit. Donc comme vous le voyez, ces exemples-là correspondent à des traitements potentiellement illégaux, au mieux amoraux de l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas fini, puisque on a également tout ce qui est reconnaissance d'émotions, soit sur le lieu de travail, soit dans les lieux d'éducation, sauf pour des raisons médicales. Donc on peut imaginer une IA qui serait connectée aux caméras d'un lieu de travail et qui verrait si les gens sont pas contents. Ça, c'est interdit. En revanche, la même application dans des hôpitaux pour voir si quelqu'un est en détresse, ça peut être utile. Donc, pour ces cas d'intelligence artificielle interdit, on a quand même quelques exceptions, puisque la réglementation reconnaît l'utilité de certains usages de l'IA, bien qu'il faille faire attention un petit peu à leur usage. Tout ce qui est catégorisation biométrique des gens, selon leurs opinions politiques, leur religion, etc., est aussi interdite. Ce qui est autorisé dans ce cas-là, donc là encore on a une exception, c'est la constitution de jeux de données préexistants et encadrés par la loi, est considéré comme autorisé. Et enfin, tout ce qui est identification biométrique en temps réel est aussi complètement interdit, sauf s'il s'agit d'essayer de trouver des personnes disparues ou s'il y a une raison plausible pour considérer qu'un événement puisse subir des menaces. Donc l'exemple le plus récent qui serait comparable à cet exemple-là, cette exception-là, serait par exemple les Jeux Olympiques de 2024, où on pouvait imaginer des risques terroristes dans le cadre des JO. Donc voilà en gros tout ce que la réglementation définit comme IA interdite. Ensuite viennent tout ce qui est système à haut risque. Donc ces systèmes d'IA à haut risque sont autorisés, mais comme ils seront classifiés à haut risque, il y aura certaines actions et obligations particulières. Alors, quelles sont les catégories qui recouvrent ces IA à haut risque? On a tout ce qui est identification biométrique, tant que c'est permis par la loi des États membres de l'Union européenne, tout ce qui est gestion d'infrastructures critiques, donc le trafic automobile, la gestion des systèmes d'énergie, la gestion de l'eau. On peut vouloir utiliser un système d'IA pour simplifier leur gestion, mais il va naturellement que ces usages sont considérés comme à haut risque, puisque si l'IA fait n'importe quoi, ça peut affecter beaucoup de gens. Ce qui est éducation, formation, on peut imaginer utiliser de l'IA pour évaluer des candidats, des formations, surveiller des candidats qui suivent des examens, ce genre de choses. Faut pas qu'il y ait de dérive, là aussi, donc c'est considéré comme haut risque. Ensuite, je passe un peu plus vite, tout ce qui est gestion du travail, les services essentiels publics et privés, tout ce qui est assurance, crédit, la mise en application de la loi, le contrôle des frontières et tout ce qui est justice et processus démocratique. Donc on peut imaginer une IA interpréter les textes de loi ou les résumer.
on peut imaginer que c'est potentiellement risqué si l'IA interprète des choses de la loi qui n'existent pas. Donc, dans tous ces cas-là, l'IA est considérée comme à haut risque et il y a des surveillances à mettre en place pour s'assurer qu'elle ne fait pas n'importe quoi. Globalement, toutes ces classifications de systèmes d'IA au risque correspondent à des actions qui auparavant étaient faites par des humains, et on pourrait imaginer une IA prendre le relais, mais on voudrait quand même s'assurer que l'IA ne fait pas n'importe quoi. Donc voilà en gros comment on peut imaginer cette catégorisation des IA. Et enfin, le dernier point qui est beaucoup plus large, mais sur lequel je ne vais pas entrer dans le détail, parce que c'est beaucoup plus large, et tout ce qui est dans l'annexe 1 de la régulation, c'est-à-dire tous les produits qui sont déjà soumis par ailleurs à d'autres régulations de l'Union européenne. Donc les jouets, euh, la manufacture, les ascenseurs, la radio, le déploiement de câbles électriques ou autres, les appareils médicaux, l'aviation, l'automobile, euh, tous ces tous ces domaines qui sont déjà couverts par d'autres régulations de régulations de l'Union européenne, sont de fait mis à jour avec une section IA pour s'assurer que euh, il- ces produits continuent à être conformes aux régulations, euh, y compris cette nouvelle régulation sur l'intelligence artificielle. Et enfin, un dernier point que la régulation euh, indique est tout ce qui est les IA qui peuvent poser des risques systémiques, donc des IA à usage général. Donc ce sont des IA qui sont développées sans objectif particulier, mais qui, comme elles sont développées sans objectif particulier, peuvent être adaptées à des objectifs à haut risque. Donc ces IA-là, de par leur nature euh, et leur flexibilité, peuvent être potentiellement dangereuses. Et donc la régulation définit certains points ou certains paramètres à partir desquels ces IA peuvent être considérées comme risquées et devant faire l'objet de surveillance un peu plus attentionnée. Euh, la régulation ne donne pas beaucoup de chiffres par rapport à ces IA à usage général. Elle indique juste si elles peuvent avoir un impact important sur le marché. Donc s'il y a plus de 10 000 sociétés qui utilisent un système d'IA, alors l'IA serait considérée comme posant un risque systémique. Et également si l'IA a été entraînée avec un certain nombre d'opérations à point flottant. Alors, ce critère-là est un peu haut. Si on voit par exemple ici la courbe des opérations nécessaires à l'entraînement des IA, on voit que les 10 puissance 25 opérations pour l'entraînement sont atteintes depuis assez peu, et ça va être des IA qui sont déjà connues dans le public général. Si on prend l'actualité récente, DeepSeek par exemple, on voit donc est à peu près ici, donc juste en dessous du critère indiqué par l'Union européenne. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que ces critères et ces articles de l'Union européenne se donne le droit de les mettre à jour. Donc si ces critères-là spécifiques ne sont plus pertinents, ben, il faut imaginer qu'ils seront mis à jour pour être adaptés au futur contexte d'utilisation de l'IA. Donc voilà globalement euh, à quoi ressemblent les IA qui sont considérées par la régulation. Donc, tout à l'heure, je parlais des parties prenantes qui, qui sont couvertes par la régulation. Donc là, je vais un tout petit peu plus dans le détail. En gros, on a d'un côté des opérateurs économiques et de l'autre côté euh, toutes les entités qui vont qui vont imposer la mise en conformité et qui vont faire des audits sur les opérateurs économiques pour s'assurer que ces opérateurs économiques appliquent bien la régulation. Ce synoptique que les fournisseurs et les fabricants
de systèmes de fabricants de produits qui peuvent intégrer des systèmes d'IA sont vraiment au centre des interactions avec les euh, avec tous ceux qui sont en interface de l'Union européenne, mais aussi avec toutes les entités de l'Union européenne qui vont être mises en place pour la mise en conformité à la régulation. Donc, on a notamment l'existence d'un panel d'experts qui sera mis en place par l'Union européenne pour soutenir et faire des activités de conseil par rapport à la mise en conformité et des recommandations techniques pour soutenir la mise en conformité à la régulation. Alors, en termes d'opérateurs économiques et des applications associées. Donc, ce tableau-là résume un petit peu tout ce que la régulation européenne couvre. Cependant, je ne vais insister que sur certains points, notamment une des obligations pour les fournisseurs d'intelligence artificielle est la mise en place et la mise à disposition de journaux d'événements, c'est-à-dire que les IA utilisent des jeux de données gigantesques pour leur entraînement, mais aussi pour leur utilisation, et enfin pour leur surveillance. Et la réglementation impose de conserver ces journaux, cette utilisation de l'IA, et pour les représentants des fournisseurs, de conserver la documentation qui comprend ces journaux d'événements pendant 10 ans. Quand on connaît la quantité de données utilisées pour entraîner une IA classique et les évolutions possibles d'une intelligence artificielle sur 10 ans, là on parle d'un jeu de données, d'une quantité de données gigantesque qui va, je pense, poser des défis pour être conforme en ce sens à la régulation européenne. Également, les déployeurs d'intelligence artificielle, on parle de mettre en place et de conserver des données. Mais il faut aussi s'assurer que ces données vont être correctement protégées. Donc, un peu une notion de cybersécurité ici. C'est-à-dire que on parle de données d'entraînement des IA. Les données d'entraînement, c'est quelque chose qui intéresse tout concepteur de système d'IA. Puisqu'il peut entraîner son propre système avec ces données-là. Donc, il va y avoir des obligations importantes de protection en confidentialité et en intégrité de ces jeux de données. Enfin, un point sur lequel j'ai envie d'insister sur les obligations des déployeurs, c'est sur le besoin d'obligation d'information aux utilisateurs qui peuvent être affectés par une IA. C'est-à-dire qu'un déployeur d'intelligence artificielle devra informer toute personne qui sera sous le coup ou en bout de chaîne des résultats d'une IA, devra être informé que ces systèmes ou ces produits incluent l'utilisation d'une intelligence artificielle. La forme que ça prendra dépendra du système d'IA en lui-même, mais maintenant c'est une obligation réglementaire par l'Union européenne. Également, une obligation de surveiller ce que fait l'IA, c'est-à-dire qu'il faudra regarder ce qui se passe sur le marché en termes d'utilisation de l'IA et possiblement garder des journaux pour vérifier que l'IA ne fait pas n'importe quoi et être capable de revenir et de répondre à des incidents incluant cette intelligence artificielle. Donc voilà en gros les points qui me sont sautés aux yeux lorsque j'ai lu la régulation. Du côté des entités qui font la mise en conformité ou les audits, il y a aussi des obligations. Donc, je parlais des jeux de données. Donc, il y a effectivement la confidentialité des échanges entre les entités européennes et les opérateurs économiques, des obligations de confidentialité importantes qu'il faudra garantir à tous les niveaux. La Commission européenne, via les membres de l'Union européenne, aussi devra mettre en place ce qu'on appelle des bacs à sable réglementaires. Je vais un petit peu plus dans le détail juste après. Mais en gros, ça va être un soutien aux entreprises pour être capable de se mettre en conformité plus facilement et plus rapidement. Aussi une obligation en cybersécurité de la part des autorités de surveillance de marché et des membres de l'Union européenne. Donc il n'y a pas que la confidentialité, mais s'assurer que l'utilisation de l'intelligence artificielle ou sa mauvaise utilisation par des acteurs malveillants soit correctement cadrée.
L'Union européenne également de mettre en place une base de données au niveau pan-européen pour identifier et surveiller quelles intelligences artificielles existent sur le territoire européen et sont utilisées. Et enfin, donc je parlais de la plutôt des petites et moyennes entreprises et des startups qui sont identifiées explicitement dans la régulation européenne. Je pense que ça fait écho il y a 2 ans à des critiques sur le texte qui identifiaient le fait que la mise en conformité serait compliquée et que seuls des acteurs ayant ayant suffisamment de ressources seront capables de se mettre en conformité. Eh bien, je pense que suite à ça, l'Union européenne a réalisé effectivement que c'était le cas et identifié explicitement des obligations de soutien aux petites et moyennes entreprises et startups pour les aider à se mettre en conformité. Alors, le détail de ce qui est demandé à tous ces acteurs dans la régulation et dans les divers articles de la régulation. Ici, je vais juste mentionner que ce qui est attendu en termes de documentation par rapport aux IA utilisés même dans des produits, un des points intéressants est l'auto-explicabilité des IA, c'est-à-dire qu'on doit être capable d'expliquer pourquoi une IA prend certaines décisions et apporte certains résultats par rapport aux entrants qui lui sont donnés. Et ça impose des solutions techniques sur l'IA en elle-même. C'est un des rares critères dans la régulation européenne qui impose des moyens techniques à mettre en place sur les IA. Je parlais également du besoin d'information des déployeurs envers les utilisateurs d'IA en bout de chaîne. Il y a une obligation, soit d'avertir l'utilisateur qu'il utilise une IA ou qu'il interagit avec une IA, que si on parle par exemple de vidéos ou d'images produites par IA, une obligation de mettre en place un filigrane pour clairement identifier qu'il s'agit d'une IA. Donc, tout ce qui est fausses images qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux, normalement, tombera sous le coup de la régulation européenne et il faudra qu'il y ait un petit filigrane qui indique que c'est généré par IA. Il y a également des obligations de mise en place de processus, de méthodes pour tout ce qui est la conception, la vérification et la validation des IA, et la gestion de toutes les données qui sont attenantes à ces méthodes et processus, mais également la gestion des risques une fois que les IA seront déployées sur le marché. Donc la régulation est très claire sur ces points-là. Il y a beaucoup de choses à mettre en place par rapport à ça. Et je note également que la régulation fait une exception pour les modèles d'intelligence artificielle open source, puisque comme ces modèles sont transparents et open source, les obligations de transparence, du coup, sont levées automatiquement et certaines exigences de la régulation dédouanent les concepteurs de tels modèles de certaines responsabilités. Ce qui n'empêche qu'il faut quand même une documentation suffisamment étoffée du point de vue de la régulation européenne. D'autres points qui me sont apparus lors de la lecture de la régulation, et donc je parlais des bacs à sable réglementaires, ça va être en gros des environnements physiques, logiciels éventuellement, et normatifs qui vont permettre aux entreprises de développer des systèmes d'IA dans un environnement clos, éventuellement avec des jeux de données disons 100% bio, c'est-à-dire avec des jeux de données anonymisés qui sont garantis comme ne posant aucun problème du point de vue de la réglementation. Éventuellement même des vraies données issues de vrais jeux de données de l'Union européenne, mais qui sont correctement couverts par les lois de l'Union européenne. Donc tout ça devra permettre aux entreprises de développer et de valider leur système d'IA. Et comme ces systèmes d'IA seront développés, validés sous couvert d'un bac à sable réglementaire, ça
automatiquement, ça validera certains articles de la régulation et ça permet d'avoir une validation plus rapide, le tampon de l'Union européenne sur ces systèmes d'IA. Il y aurait une obligation pour chaque État membre à son niveau pour mettre en place ces bacs à sable réglementaires. Pour le moment, je pense qu'on ne sait pas exactement quelle forme ça prendra et quel type de ressources il faudra mettre derrière pour cela. Comme le RGPD, la régulation sur l'IA prévoit des amendes pour ceux qui ne s'y conforment pas. Donc le montant le plus élevé en termes d'amende pour l'utilisation d'IA interdite est en gros 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires annuel pour une compagnie pas juste européenne mais à un niveau mondial. Donc ça peut atteindre des montants assez élevés et à partir de là c'est dégressif en fonction du type de non-conformité, de la nature de l'entreprise et du moment auquel on est par rapport à la mise en application de la régulation européenne. Donc là, je vais pas dans le détail. Je vous incite à regarder les articles correspondants de la régulation, mais ça peut être assez haut. Donc je parlais justement de mise en application et de frise chronologique. La régulation a été publiée milieu de l'année dernière et est officielle depuis août 2024. Et depuis début février, donc maintenant 6 semaines, le chapitre 1 et le chapitre 2 sont applicables. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute entreprise qui utilise une IA doit ou déploie de l'IA doit connaître quelle est la classification de cette IA, si c'est une IA interdite, à haut risque ou à risque systémique, et a une obligation de former les gens qui interagissent avec ces IA pour commencer à prendre en compte les risques. C'est-à-dire qu'en gros, que la première partie de ma présentation couvre en gros le chapitre 1, et de fait, vous êtes déjà au courant et capable d'avoir une première idée si l'IA que vous utilisez ou que vous voulez déployer est dans l'une de ces catégories d'IA. Milieu de cette année, donc août 2025, la plupart du texte sera mis en application, c'est-à-dire excepté l'article 6. Alors l'article 6, annexe 1, ça va correspondre aux produits manufacturés qui embarquent de l'IA. Donc en gros, tous les produits qui sont déjà sous couvert d'autres régulations européennes, automobiles, maritimes, avioniques, jouets, ce genre de choses, ne devront pas se mettre en conformité d'ici août 2025. Donc en gros, ça ne concerne que les compagnies et sociétés qui font des IA pur sucre, entre guillemets. Mais normalement, ces compagnies ou sociétés sont déjà au courant de la réglementation depuis les premiers brouillons. Et ensuite, là je ne vais pas dans le détail, d'ici 2030, il y a une mise en conformité au fur et à mesure des systèmes d'IA en fonction du moment où ils ont été mis sur le marché, si c'était avant la publication de la réglementation ou après, sans que la mise en applicabilité soit complète. Sachant que le dernier jalon pour la conformité est en gros fin 2030, où tous les systèmes d'IA à grande échelle, c'est-à-dire les systèmes d'IA qui reposent sur des grosses structures un peu difficiles à modifier, c'est la dernière limite pour pouvoir se mettre en conformité. Donc là, on pense à des IA qui sont dans des bâtiments qui ont énormément de serveurs et qui brassent énormément de données. Ces systèmes à grande échelle sont un peu plus difficiles à modifier et à adapter. Donc voilà en gros le résumé et ce que j'ai ressorti de ma lecture de la régulation sur l'IA. Et donc, partant de là, et pour revenir au propos initial, la question est, quels sont les cas d'utilisation et dans quel cas est-ce que je devrais me conformer ou non à la régulation européenne? Alors, du point de vue strict de la réglementation, je déroule certains cas, donc je vais en discuter un petit peu maintenant. Si on utilise une IA généraliste,
Si on utilise une IA généraliste, style Copilot, ChatGPT ou autre IA grand public, alors du point de vue de la régulation, on n'a rien à faire. On n'a absolument rien à faire puisque on est utilisateur pur. Et donc dans ce cas-là, on n'a rien à faire, mais on peut avoir à demander des choses. Et on peut demander aux sociétés qui éditent ces IA de rendre des comptes et demander plus de documentation et plus de transparence par rapport à ce que l'IA est censé faire. Si on est à la direction des services informatiques d'une société et que on met à disposition, on autorise les employés de la société à utiliser ces IA généralistes, doit-on faire quelque chose? Mon interprétation est que là encore, on n'a rien à faire puisque on autorise uniquement l'accès aux employés. Donc, on est utilisateur, les employés restent utilisateurs. Et donc, dans ce cas-là, on n'a pas d'obligation par rapport à la réglementation, mais on a des permissions, des autorisations de demande de documentation, comme précédemment, mais également des demandes de support pour aider à la supervision de l'utilisation de l'IA. Donc, si dans votre société, vous autorisez vos employés à utiliser une IA, vous êtes en droit de demander à la société qui diffuse cette IA de surveiller un petit peu qu'il n'y ait pas de mauvaise utilisation de cette IA dans ce contexte. Si vous êtes côté DSI, mais que vous hébergez vous-même une IA sur vos serveurs, parce que vous n'aimez pas l'informatique nuagique, comme disent nos amis canadiens, donc le cloud, dans ces cas-là, vous êtes considéré à minima comme un déployeur, c'est-à-dire que vous commencez à avoir la main mise sur ce que fait l'IA et être capable de la surveiller plus étroitement. Et donc dans ce cas-là, vous devrez suivre les obligations qui sont attenantes à ce rôle du point de vue de la régulation. Donc, il y avait le tableau synoptique un peu avant. Après, je vous renvoie aux détails de la régulation. Si vous faites de la recherche et développement, que vous prenez un modèle d'IA et que vous l'adaptez pour votre besoin, que ce soit en termes d'utilisation ou pour mettre dans un produit, alors dans ce cas-là, vous êtes considéré comme un fournisseur et vous avez toutes les obligations associées à ce rôle. Si vous êtes un chercheur, vous inventez un nouveau modèle d'IA à usage général, donc là encore, vous êtes considéré comme un fournisseur. Mais comme vous êtes le concepteur, on s'attend à ce que vous aidiez les, les entités notifiées à classifier votre système d'IA, si c'est à haut risque ou non, si c'est généraliste ou non, etc. En revanche, si vous êtes un chercheur mais que vous diffusez ce modèle d'IA en tant que modèle open source, dans ce cas-là, vous êtes toujours un fournisseur, mais comme j'expliquais un peu plus tôt, il y a un peu moins d'obligations et d'exigences de responsabilité à suivre. Mais on a toujours ce rôle à suivre. Donc là, c'était du point de vue de la réglementation sur ces cas d'usage. Maintenant, en termes il n'y a pas que la régulation européenne sur l'IA, il y a d'autres régulations européennes qui s'appliquent. Donc, dans ce cas-là, si on a un développeur de produits et qu'on utilise un système d'IA pour aider à construire quelque chose qui va dans la conception du produit, mais qui ne va pas dans le produit lui-même. L'exemple typique, c'est utiliser un système d'IA pour générer du code qui est utilisé pour déterminer le fonctionnement d'un produit. Donc dans ce cas-là, on n'a absolument rien à faire du point de vue de la régulation. En revanche, ce qu'il vous reste à faire, et vous êtes expert dans ce cadre-là, c'est il y a des processus d'autres régulations qui peuvent s'appliquer. Donc si vous concevez un boîtier électronique qui va dans une voiture pour la surveillance d'objets sur la route, un système d'IA qui utilise ça, dans ce cas-là, si vous utilisez une IA sur étagère dans ce cadre-là, vous n'avez rien à faire par rapport à la réglementation, et vous avez beaucoup de choses à faire du point de vue des normes automobiles en sûreté de fonctionnement et ou en cybersécurité, par exemple. Si vous êtes un développeur de produits, mais que vous embarquez une IA dans votre produit, donc l'exemple que je viens de prendre, dans ce cas-là, vous devez savoir si cette IA répond à une des catégories de la régulation. Votre équipe de vente devra être considérée à partir de là comme un distributeur de l'IA. Donc, votre équipe de vente devra être au courant de ce rôle par rapport à la régulation et vous devrez
à minima informer vos clients. Et si ces mêmes clients sont aussi des fabricants de produits et utilisent ce produit dans leurs propres produits, alors ces clients-là seront considérés comme des distributeurs. Je prenais l'exemple du boîtier électronique de surveillance qui va dans une voiture. Ben là, le client final est le fabricant automobile, et donc euh, transitivement, ils seront un distributeur d'IA parce qu'ils embarqueront un boîtier électronique qui embarque de l'IA. Si vous êtes développeur de produits et que vous embarquez un système d'IA que vous-même avez conçu ou avez adapté sur la base d'un modèle d'IA open source ou acheté à une compagnie, ben dans ce cas-là, c'est la même chose. Vous êtes aussi considéré comme un fournisseur, mais il y a peut-être un peu plus d'actions à mettre en place puisque vous avez modifié l'IA. Donc, il y a plus de garanties à apporter sur la manière dont cette IA se comporte par rapport à la régulation et par rapport à vos propres activités. Donc, le site, il y a un site dédié à la régulation sur l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez l'URL en bas de l'écran, qui permet de savoir si on doit se mettre en conformité, non, et selon quel cas, avec un système de questionnaires à choix multiples pour savoir ce qu'il faut faire au final par rapport à la régulation. Donc, je vous invite à l'essayer, sachant que cette présentation vous donne déjà une première idée de si vous vous situez plutôt comme fournisseur, déployeur, fabricant, etc. Et donc, je parlais de suivre d'autres régulations, ben ça pose d'autres problèmes. Donc, régulation hors IA, plutôt des régulations sur le produit qui s'applique au produit lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire si on utilise une IA pour concevoir des choses qui devront être garanties dans le cadre de ces autres régulations? Il y a deux écoles de pensée, de mon point de vue. Soit on considère ces systèmes d'IA comme des outils logiciels, soit on considère comme ces IA comme en gros des syndromes du savant, des humains qui ont le syndrome du savant, c'est-à-dire qui connaissent énormément de choses, mais qui sont incapables de raisonner profondément. Il y a beaucoup de cas où on voit que l'IA est capable de faire des raisonnements simples, mais dès que ça s'applique à des raisonnements un peu plus compliqués, l'IA a du mal. Et dans certains cas, l'IA peut même mentir. Là, on parle d'hallucination pour essayer de proposer une réponse. Et là, ça peut être dangereux selon les cas. Donc, si je prends un exemple un peu plus concret, si on considère les exigences en sûreté de fonctionnement en automobile, si on considère l'IA comme un outil logiciel, ben, la norme ISO 26262 par exemple définit des actions à mener pour garantir que cet outil logiciel n'introduit pas d'erreur. Ça veut dire que vous devrez avoir un expert IA sous la main pour être capable de dire si l'IA que vous utilisez peut ou non introduire des erreurs. C'est extrêmement compliqué. Et à l'heure actuelle, c'est un sujet de recherche actif à tous les niveaux. Donc là, je prends l'exemple de l'ISO 26262, mais ça s'applique aussi à l'EN 50128, la DO 178, le volet outil logiciel étant la DO 330. Ça veut dire que toutes ces régulations qui indiquent vous devez faire des vérifications sur les outils logiciels, il faudra les appliquer au système d'IA. Et ça, c'est compliqué. Donc, je parlais de deux écoles de pensée. L'autre école de pensée, c'est considérer que l'IA est entre guillemets un humain. Et donc, dans ce cas-là, un peu de la même manière que vous confiez à un humain certaines tâches, vous confiez pas à n'importe qui la conception d'un système automobile, par exemple. Vous embauchez quelqu'un qui a des diplômes, donc qui a des garanties, certaines garanties de formation. Éventuellement, vous pouvez faire passer des tests de code pour s'assurer que cette personne est compétente. Voilà, c'est un peu, on peut le voir comme ça du point de vue de l'IA. Et donc dans ce cas-là, en termes de processus, ce que vous pouvez faire, c'est renforcer les activités sur ce que cette IA sort, c'est-à-dire faire plus de revues de code ou de revues de conception de circuits imprimés, si votre IA l'IA que vous utilisez conçoit des circuits imprimés, et renforcer et étendre un petit peu les jeux de test qui sont en sortie des résultats de l'IA. Donc c'est l'approche un peu plus humaine. Et donc selon les cas, si vous avez un expert IA sous la main,
Dans ce cas-là, vous pourrez éventuellement préférer l'approche outil logiciel. Sinon, euh, et vous pouvez vous reposer sur vos compétences métiers et les compétences de vos équipes pour renforcer un petit peu les activités autour de ce que fait cette IA. Et dans un cas comme de l'autre, selon les ressources, selon le temps disponible, selon le coût, l'une ou l'autre sera plus facile. Et de mon point de vue et du point de vue de la disponibilité d'experts en IA à l'heure actuelle, j'aurais tendance à privilégier l'approche entre guillemets humaine sur les activités. Donc voilà en gros ce que je voulais dire sur sur l'IA. Donc euh, donc la présentation est terminée. Là, maintenant, je vais vous inviter à poser vos questions. Donc je vais regarder le chat. Alors, comment se répartissent les responsabilités si une IA fait appel à d'autres IA? Sous-traitance entre IA. C'est une bonne question. Je pense que la régulation ne va pas dans ce niveau de détail. Mais comme la régulation impose certaines garanties sur les entrants et les sorties de l'IA, je pense que ça s'applique transitivement, c'est-à-dire que si on considère le système global d'IA comme une IA en elle-même, il faudra garantir que toutes les étapes intermédiaires aussi euh, garantissent ces points-là. Je prenais l'exemple du système automobile, donc de la voiture qui embarque un système de reconnaissance. Effectivement, là, il peut y avoir plusieurs systèmes interagissants qui sont des IA imbriqués. Donc, la reconnaissance d'objets, une IA qui pilote le comportement de la voiture en fonction de ce que lui envoie l'IA de la reconnaissance d'objets. Donc dans ces cas-là, ces systèmes d'IA, les responsables de ces systèmes d'IA seront considérés, je pense, comme des fournisseurs, chacun à part entière, et devront interagir pour garantir que ce que l'un envoie correspond bien à ce que l'autre attend. Donc on a deux fournisseurs dans ce cas, on aurait deux fournisseurs d'IA dans ce cas d'usage, mais en plus, ces deux fournisseurs devraient se parler entre eux pour s'assurer que ces IA se comportent entre elles correctement. J'espère que ça répond à la question. Est-ce qu'un expert IA peut être une IA? La régulation ne va pas dans ce détail-là, mais je dirais que non. Tout simplement parce qu'il faut avoir un regard critique, exempt d'erreurs, et à l'heure actuelle, les IA ne sont pas exemptes d'erreurs. Donc, une IA ne peut pas être expert IA, et ne raisonne pas. Un expert IA est capable de raisonner et de comprendre vraiment, consciemment, pourquoi une IA fonctionne bien ou fonctionne mal. Et donc, dans ces cas-là, une IA ne peut pas être une expert IA. Alors, je vois que quelqu'un est en train de taper. D'autres questions? Oui, déjà pour la ça Alors, aurons-nous accès à la présentation et l'enregistrement de cette session? Oui. Ce sera consultable en replay sur le site internet de CERMA suite au webinaire. Également, je gardais ça pour la clôture de la séance, mais je le dis maintenant. Il y a un article de blog en préparation
le bloc technique de CERMA Safety and Security, donc il va reprendre tous les éléments de cette présentation en fait. Donc suite aux questions qui apparaissent ici, je pense qu'on essaiera d'enrichir cet article avec des réponses à ces questions. Pour les conseillers en intelligence artificielle, est-ce qu'il y a une liste publiée d'experts? Est-ce qu'il y a des certificats à décrocher pour avoir le statut de consultant expert IA? À l'heure actuelle, alors, donc, comme je l'ai indiqué en début de présentation, je suis plutôt ingénieur méthode formelle, moi-même non expert IA. Je me place plutôt en utilisateur, je l'espère éclairé des IA. Donc, je ne connais pas le détail, mais à ma connaissance, il n'y a pas de certificat IA. Je pense qu'à l'heure actuelle, le simple fait d'avoir travaillé en recherche et développement sur une IA peut constituer pour quelqu'un une forme de certification IA. Et je ne pense pas qu'il y ait de liste d'experts, à part les grands noms du domaine qu'on voit régulièrement. Alors, la question est intéressante puisque je parlais du panel d'experts qui sera mis en place par la Commission européenne. Il va de soi que ce panel d'experts aura les certifications adéquates pour s'assurer qu'il conseille correctement les autorités de surveillance de marché et l'Union européenne par rapport à la mise en place de la régulation. Webinaire intéressant. Merci à vous de votre attention. Et de la date de nomination des experts, les premiers N. La régulation est en vigueur, mais personne n'est aujourd'hui en mesure d'évaluer la conformité d'une IA. Aucune idée de la date de nomination du panel d'experts, des experts. Et pour autant que je sache, on n'a pas encore d'idée sur la mise en place des organismes notifiés au niveau national, même simplement. Et qui est en mesure d'évaluer l'évaluation de la conformité d'une IA à l'heure actuelle? Je pense qu'on est un peu tous niveau, sauf les experts IA évidemment, et on ne sait pas exactement comment ça sera mis en place et ce qu'il faut faire exactement. Donc, je pense que ça va se dégager au fur et à mesure des prochains mois. De toute façon, par rapport à cette question-là, j'en vérifierai par rapport à la littérature du domaine et je donnerai des réponses plus détaillées et un peu plus franches par rapport à ça. La mise en ligne d'une IA open source sans hébergement et à des fins non commerciales entraîne-t-elle des obligations? Oui. À partir du moment où on conçoit une IA et que cette IA est potentiellement utilisée sur le territoire européen, on a des obligations en tant que fournisseur. On est dégagé de certaines obligations de responsabilité puisque on laisse la main aux
déployeur de ces IA open source, mais en tant que fournisseur, en tant que concepteur de l'IA, on a des obligations pour soutenir la compréhension des jeux de données qui sont utilisés pour la conception de l'IA, par exemple, ou la classification même de cette IA. Donc il y a des obligations effectivement dans ce cadre-là. Alors après, selon les cas d'usage, je peux concevoir que si c'est euh, la personne entre guillemets, dans son garage qui conçoit une IA pour essayer des choses, euh, euh, je ne pense pas que la personne, j'espère que la personne qui conçoit cette IA-là, n'a pas pour vocation que cette IA soit utilisée dans des contextes à haut risque. Je ne pense pas non plus que les fournisseurs d'énergie, par exemple, aillent chercher, j'espère, un modèle open source développé par quelqu'un dans son coin, mais plutôt des choses qui ont déjà un process de développement établi avec un jeu de données suffisamment strict et encadré. Y aura-t-il des normes sur le sujet? Aucune idée à l'heure actuelle. Un peu de la même manière que il y a des normes cybersécurité et un volet européen là-dessus correspondant. Euh, je conçois qu'il pourrait y avoir des normes, mais je n'ai aucune information précise à ce sujet. En revanche, je sais par exemple que au niveau du monde automobile, là je parle effectivement de 10 normes ISO qui sont plutôt orientées automobiles, il y a une norme qui s'appelle le SOTIF, Safety of the Intended Function, donc la sûreté de fonctionnement de la fonction attendue, qui avait été publiée pour comme réaction au développement de systèmes un peu intelligence artificielle dans le monde automobile, puisque comme on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans ces IA-là, il faut au moins garantir qu'elles fonctionnent correctement. Et le but de cette norme, je crois que c'est la 21428 de mémoire, on peut considérer que c'est une forme de norme IA sans explicitement citer l'intelligence artificielle. Le style, si l'IA est un mélange de paramètres provenant d'autres modèles dont les jeux de données ne lui sont pas accessibles. Heureusement, je ne suis pas expert, donc là, je vais consulter l'expert du domaine côté CERMA pour répondre à la question. C'est vraiment un cas particulier d'utilisation de l'IA. Après, indépendamment de ce cas particulier, comme au niveau de la réglementation, on a des obligations sur la mise à disposition, la constitution mise à disposition et transparence sur ces jeux de données. Je pense que ce cas deviendra compliqué ou hors réglementation euh, d'ici août 2025, puisque là, je pense qu'on parle d'une IA généraliste. Si pas de normes, y aura-t-il des directives? C'est ça, probablement. Je suis pas entré dans le détail de la présentation, mais effectivement, la régulation prévoit que la commission IA, la future commission IA de l'Union européenne, édictera des directives pour aider à la mise en conformité. Donc, je pense qu'il y aura effectivement des directives qui seront publiées d'ici les mois et années. Voilà. Il est midi. Je pense qu'on a eu 15 minutes de questions. Je n'aurai personne en train de... Et si. Je vais laisser. Merci à vous. Merci pour vos questions. Ok, donc je pense que nous arrivons à la fin
les webinaires. Donc merci à tous de votre participation. Donc toutes ces questions-là, de toute façon, seront reprises et détaillées par la suite, ou mises dans l'article qui sera diffusé sur le blog technique de Server Safety and Security, qui est en préparation à l'heure actuelle, ou d'un retour par mail à qui de droit. Et donc, merci à vous de votre participation, merci pour votre attention, merci pour les questions détaillées et parfois techniques, et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Merci à tous.